Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je me sens vraiment honorée d'être ici parmi vous et de pouvoir bénéficier de toute votre connaissance approfondie sur ce panorama que vous donnez de la région du Balkan. C'est vrai que c'est une région assez complexe. Et ici, il faut absolument mentionner tout ce que c'était déjà dit auparavant à propos des ethnies, la partie linguistique, mais surtout aussi la partie religieuse qu'on ne mentionne pas beaucoup. Évidemment, là, l'état de droit, c'était une luxe d'en parler, surtout dans les années 90, parce que, justement, vous savez, c'était déjà mentionné, avec toute la complexité de la région concernant tout d'abord les langues, l'ethnie, les guerres par lesquelles la région a dû faire face. Évidemment, c'était une luxe de parler de tout ce que ça concernait, l'anticorruption, l'état de droit. Et vous savez très bien que pour être membre de l'Union européenne, ça c'est un des critères essentiels. Donc ce n'est pas un de ces chapitres qu'on peut négocier ou qu'on peut trouver de moyens pour développer encore plus une fois qu'on est devenu membre. Donc, évidemment, dans les années 90, on ne pouvait pas vraiment parler de tout ce que c'était anticorruption. C'était presque très peu connu ou pas du tout connu, tandis que c'était une décennie où les premières élites post-communistes, ils ont pu agir. Ils ont pu aussi profiter de toutes les manques de critères sur la transparence et évidemment les représentants de l'Union européenne n'appuyaient pas autant comme maintenant sur l'état de droit. Pourquoi c'est important de pouvoir tout d'abord répondre à ce besoin? Il ne faut pas oublier la collectivisation de terres. La collectivisation de terres, ça veut dire que les citoyens, ils ont perdu leur propriété privée. Et la propriété privée, ça fait partie du droit de l'homme. Le successeur du dictateur albanais Enver Hoxha, le successeur Ramiz Alia, quand il était interviewé sur le crime le plus atroce de la dictature, il n'a pas mentionné les exécutions, il n'a pas mentionné les prisonniers, il a mentionné la collectivisation de terres. Et ça fait réfléchir évidemment parce que on ne peut pas penser que c'est beaucoup plus précieux que la vie humaine. Mais le dégât qui était fait juste après les années 90, donc juste après la chute du régime communiste, est encore aujourd'hui à corriger et bien entendu a fait beaucoup de dégâts. Évidemment parce que les tribunaux n'étaient pas du tout transparente, donc vous pouvez bien s'imaginer toute la corruption au sein de tribunaux. Et ça a fait que aujourd'hui encore en Albanie et dans la plupart de le pays de Balkan, les propriétaires originaux, bien, ils n'ont pas eu de retour leur propriété. Donc, on sait, après aussi une période aussi pénible pour l'Albanie. Je vous rappelle que l'Albanie, d'un côté, pas seulement que ne faisait pas partie de l'ex-Yougoslavie, comme c'était déjà mentionné, mais n'avait pas tous les possibles défis comme le reste de la région. Donc, avec une population homogène, c'est aussi une population qui a une harmonie religieuse. Donc, logiquement, on pouvait aussi penser que ça pourrait être un de ces pays qui pouvait devenir membre à partir de 2004 ou 2007 ou être aujourd'hui comme la Croatie, membre de l'UE.
une des raisons pourquoi ce n'était pas le cas de l'Albanie, ce n'était pas parce qu'il y avait de défis à propos de l'ethnie, donc pas de conflit ethnique, pas de conflit religieux, mais c'était justement la partie corruption. C'est encore aujourd'hui un défi à faire face, vu que, évidemment, on ne peut pas le résoudre d'un jour à l'autre. Donc, il y a eu plusieurs acteurs comme l'ambassade des États-Unis, mais aussi de représentants de l'UE tout au début des années 2000, où ils ont avancé tous ces concepts clés qu'ils étaient liés au judiciaire. Donc, avoir une judiciaire indépendante, c'était considéré finalement le clé pour pouvoir avancer vers l'agenda européen. Donc, évidemment, vous pouvez s'imaginer qu'il n'y a pas de pays qui souhaite un contrôle plus grand. Donc, la raison aussi pourquoi les partis politiques, ils étaient aussi en faveur de cette réforme judiciaire, c'était aussi parce que la population albanaise était en majorité absolue en faveur de l'Union européenne. Donc, il n'y a jamais eu en Albanie un autre scénario à part la carte européenne. Donc, c'est pour cela que, évidemment, quand on a vu l'élargissement devenir de moins en moins populaire, c'était évidemment décourageant. On n'a pas eu de parti politique eurosceptique dans le pays. Heureusement, ça reste encore aujourd'hui une population en faveur de l'Union européenne. Et aussi, je me réjouis aussi avec la conviction et avec cette conscience que chaque fois qu'on décide de faire partie d'une organisation internationale, peu importe si c'est l'Union européenne, les Nations unies ou n'importe quelle organisation, eh bien, il faut aussi renoncer à une partie de notre souveraineté. Donc, on entend beaucoup parler au sein de l'Union européenne sur le fait que la compétence des États membres est mise en question. Eh bien, c'est une, si vous voulez, un défi à faire face, surtout quand on voit aujourd'hui les pays de l'Est qui ne sont pas nécessairement très contents avec le rôle croissant de l'UE, surtout sur des questions qui peuvent aller au-delà de ce qu'ils appellent les questions communes européennes. Et évidemment, vous avez bien compris que j'ai fait référence ici à l'Hongrie ou à la Pologne. Donc, ce sont les deux pays où l'Union européenne a dû quand même attirer plusieurs fois l'attention ou aussi appliquer des sanctions. Donc, pour revenir sur la réforme judiciaire, l'Albanie a, pour la première fois en 2016, révisionné un tiers de la Constitution et ça, c'était fait dans le cadre de la réforme. Donc, de nouveaux organes judiciaires, ils s'étaient mis en place justement pour faire une scanning de tous les acteurs judiciaires, de procureurs d'un côté et de juges de l'autre côté. Et aujourd'hui, les résultats, c'est que à peu près 70% de juges et de procureurs n'ont pas passé le processus de vetting. Évidemment, ça fait réfléchir sur le niveau de la corruption au sein du judiciaire, vu que le judiciaire en soi c'est considéré pas seulement un acteur clé envers l'agenda européen, mais c'est considéré surtout le corps qui va aussi pouvoir mettre devant la justice tous les hauts fonctionnaires corrompus. Et aujourd'hui, on voit en fait les premiers résultats avec tout le scepticisme envers la réforme. On voit que il y a de hauts fonctionnaires et donc cette idée de l'impunité finalement a commencé à disparaître. Donc aujourd'hui, après au moins
5 ans après que, pour la première fois, on a vu le cours spécial anticorruption et pour le crime organisé, on voit des résultats qui ont fait que le modèle albanais est devenu aussi connu dans d'autres pays candidats et donc sert comme référence, comme une point de référence justement pour les pays comme c'est le cas aujourd'hui de la Moldavie avec la réforme judiciaire en cours pour appliquer le même modèle, donc le modèle de vetting où les acteurs judiciaires, ils ont passé 3 critères. Donc, tout d'abord, le critère de liaison avec le monde de crime. L'autre critère, c'était à propos de leur revenu, donc pouvoir justifier, et aussi le critère de la compétence professionnelle. Donc, je vous laisse imaginer comme c'est difficile dans un petit pays où il y a un réseau très développé pour pouvoir justifier aussi de cas où un juge ou un procureur, il était trouvé, par exemple, en train de manger au restaurant avec quelqu'un qui était condamné et donc il fallait justifier tout ça. De l'autre côté, c'était très difficile pour la plupart des acteurs judiciaires de pouvoir justifier la partie de revenus. Et donc c'était plutôt le critère numéro 1 qui était le critère principal, explicite, pour pouvoir justement faire référence et filtrer si il pouvait encore continuer ou pas de travailler dans le système judiciaire. La deuxième étape est qu'est-ce qu'on fait avec tous ceux qui ne passent pas le processus de vetting. Évidemment, là, la plupart d'entre eux, ils ont commencé à travailler comme des avocats, donc de profession libre. Donc, il y avait besoin, encore une fois, pour pouvoir réagir et suivre chaque cas individuellement et voir les activités qu'ils font à côté. Donc, c'est pour cela que d'un côté, il y a eu une première exclusion et de l'autre côté, il y a eu l'interdiction pour qu'ils ne pouvaient plus continuer à servir dans le judiciaire. Ici, il faut aussi faire référence à le portefeuille anticorruption en soi. Je vous rappelle que ça touche tous les secteurs, donc c'est pour cela qu'il y avait besoin d'un coordinateur au niveau national pour pouvoir gérer tous les différents secteurs à partir de chaque ministère et puis les autres institutions indépendantes. Donc, l'idée principale, et il y a eu une assistance accrue. Je peux aussi mentionner le cas de la France, où on a eu aussi une assistance accrue, mais ici aussi dans les pays européens, toutes les agences anticorruption, ça reste quand même un phénomène nouveau. Aussi en France ou en Italie, on voit qu'il y a des agences indépendantes et donc il y avait aussi un appui pour que aussi dans les pays de Balkans, on pouvait finalement établir des agences indépendantes anticorruption. Chaque pays, évidemment, a choisi un petit peu, a dû faire face à certains choix, soit de établir une agence indépendante ou de les laisser dépendre d'un ministère. Dans la plupart des cas, c'est le ministère de Justice qui est le coordinateur. Mais qu'est-ce que c'est important est de voir toutes les institutions, les organisations internationales qui s'occupent d'observer les mesures. Donc, je vous rappelle que d'un côté, on a eu l'ambassade américaine qui a beaucoup appuyé avec les déclarations politiques pour justement mettre le point sur chaque hésitation pour l'avancement de la réforme. Et de l'autre côté, l'ambassadeur de la mission de l'UE en Albanie. Donc,
Ce sont des acteurs qui, évidemment, ils ont passé la ligne de qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui des ambassadeurs dans chaque pays. Donc voilà, avec un rôle, avec un mandat, surtout sur la réforme judiciaire. Donc c'est plutôt, il y a eu une volonté politique, on peut dire, on peut avouer, pour mettre en place une telle réforme. De l'autre côté, il y a deux organisations internationales. Je peux mentionner ici le Conseil de l'Europe qui a toujours appuyé pour voir de résultats. Et ici, il y a eu pas mal de résultats, surtout dans le cas de nettoyage d'argent. Blanchissement d'argent. J'ai fait toujours référence à l'anglais, mais c'est... Là, par exemple, on a pu voir que avant la réforme, on avait des montants très modestes, presque ridicules pour ce qui concerne le blanchissement d'argent, tandis que ça fait quelques mois que l'Albanie, par exemple, est sortie de la zone grise, que c'est la zone qui qualifie tous ces pays où le blanchissement d'argent passe par là. Voilà, moi je voulais quand même, aussi remercier les précédents speakers qu'ils ont pu faire référence à la partie historique et j'ai toujours eu le désir pour que la région de Balkans soit plus connue en France. Il faut se rappeler aussi, pour conclure avec une note positive, que c'est une région très francophone, avec une grande envie, avec un grand plaisir et avec un grand intérêt vers la diplomatie française, vers la culture. Je vous rappelle par exemple, il y a une ville en Albanie, Korça, qui est la ville francophone d'office exclusive et ça m'a fait encore plus plaisir de voir que le AFD, l'Agence française de développement, en 2019 a établi ses bureaux dans la région et a commencé à investir dans plusieurs projets à partir de la Serbie et puis voir tous les autres pays de la région. Donc voilà, on peut dire que ça devient une région, au moins ça commence à devenir un petit peu plus connu pour tout son potentiel. Donc je profite aussi pour vous remercier aussi de ce colloque qui nous enrichit beaucoup. Merci.